Ce que vous allez entendre aujourd'hui changera votre conception de la physique, de l'histoire et de l'économie. Nous payons pour chaque kilowattheure d'énergie, nous menons des guerres pour le pétrole et le gaz, nous croyons que la pénurie de ressources est l'état naturel des choses. Mais si je vous disais qu'il y a seulement 120 ans, le monde était différent? Et si je vous disais que nos arrière-grands-parents vivaient dans des villes qui brillaient la nuit sans aucun poteau électrique et sans aucune centrale au charbon? Cela ressemble à de la science-fiction, à un conte sur l'Atlantide, mais les preuves sont éparpillées tout autour de nous. Elles se dressent sur les places centrales de Paris, de Rome, de New York et de Kiev. Nous les regardons tous les jours, mais nous ne voyons pas leur véritable fonction. Nous les appelons cathédrales, hôtels de ville et arcs de triomphe. Mais les architectes qui les ont construits leur donnaient un autre nom. Ils les appelaient des résonateurs éthériques. Transportons-nous en l'an 1902. C'est un tournant dans l'histoire de l'humanité, une année que l'on pourrait appeler la Grande Extinction. Les manuels d'histoire officiels nous racontent l'époque héroïque de l'électrification, nous parlent d'Edison et de Tesla, des premières ampoules s'allumant dans les maisons des riches. Mais ces manuels gardent le silence sur ce qui se passait sur les toits. C'est précisément à cette période, entre 1890 et 1910, qu'une étrange épidémie de restauration a commencé dans toutes les grandes villes d'Europe et d'Amérique. Soudainement et de manière synchronisée, les municipalités ont décidé que les flèches des anciennes cathédrales étaient devenues dangereuses. Que les grilles métalliques sur les toits des hôtels de ville gâchaient l'esthétique. Que les immenses boules de cuivre sur les tours des phares et des gares devaient être remplacées par de simples croix en pierre ou des drapeaux. Nous avons eu accès aux devis d'archives des entreprises de construction de l'époque. Et les chiffres sont stupéfiants. On a dépensé plus d'argent pour le démontage des éléments décoratifs de la cathédrale de Cologne que pour ses fondations. Pourquoi? Parce que ce qu'ils enlevaient n'était pas simplement de la pierre. C'étaient des dispositifs techniques complexes. Les ouvriers qui montaient en hauteur décrivaient dans leurs journaux d'étranges découvertes. Ils trouvaient non pas des blocs de pierre pleins, mais des structures creuses à l'intérieur desquelles passaient d'épaisses veines de cuivre pur et d'or. Ils trouvaient des ampoules de verre scellées dans la maçonnerie, remplies d'un liquide argenté ou rouge. Ils trouvaient d'immenses cadres métalliques qui vibraient au toucher bien qu'ils ne soient connectés à aucune source d'alimentation. C'était un démantèlement. C'était un nettoyage. La nouvelle élite, qui avait misé sur le pétrole et l'électricité filaire, détruisait la concurrence. Ils détruisaient l'énergie atmosphérique gratuite. Regardez les vieilles photographies des villes avant 1900. Faites attention au ciel. Il est pur. Il n'y a pas cette toile d'araignée de fil noir qui cache aujourd'hui le soleil dans chaque mégalopole. Mais pourtant, les rues sont éclairées. Sur les photographies des expositions universelles de Chicago, Paris et Saint-Louis, nous voyons une illumination impossible à obtenir même avec les technologies LED modernes. Des millions de lumières couvrent chaque arche, chaque colonne, chaque dôme. On nous dit que c'était des expositions temporaires, que l'électricité était fournie par des générateurs à vapeur cachés quelque part dans les sous-sols. Mais les ingénieurs électriciens qui ont analysé ces photos disent que c'est impossible. La quantité de câbles de cuivre nécessaire pour un tel raccordement aurait dépassé la production mondiale de cuivre de l'époque. Et surtout, où sont les sources de fumée? Les générateurs à vapeur du 19e siècle recrachaient des colonnes de fumée noire. Or, sur les photos de la ville blanche, à Chicago, le ciel est cristallin. La réponse est simple et elle effraie par son évidence. Les bâtiments eux-mêmes étaient des générateurs. L'architecture elle-même était une machine. Le style gothique, avec ses flèches pointues, ses hautes voûtes et son énorme quantité de détails métalliques sur les toits, n'a pas été conçu pour la prière. Il a été conçu pour collecter l'électricité statique de l'atmosphère. Nous connaissons tous cet effet quand les cheveux se dressent sur la tête avant un orage. La Terre est une charge négative, l'ionosphère une charge positive. Il existe une différence de potentiel constante entre les deux. L'air que nous respirons est rempli de volts. À 100 mètres de hauteur, la tension atteint des milliers de volts. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un conducteur pour relier le ciel et la terre, et d'un convertisseur pour rendre cette énergie utilisable. Les cathédrales étaient ces conducteurs. Leurs dômes, recouverts de feuilles d'or ou de cuivre, fonctionnaient comme des antennes réceptrices. Les armatures en fer à l'intérieur des murs transmettaient la charge vers le bas. Et les rosaces, avec leurs motifs géométriques complexes, fonctionnaient comme des modulateurs de fréquences. C'était la technologie de l'éther. Une technologie que Nikola Tesla a essayé de faire renaître dans sa tour de Wardenclyffe, mais qu'on lui a interdit d'achever. Tesla n'a rien inventé de nouveau.
Il essayait simplement de restaurer ce qui était la norme pour la civilisation précédente. Il savait que la planète est une gigantesque dynamo et que n'importe qui connaissant la géométrie correcte peut s'y connecter. C'est pourquoi l'opération « Ciel silencieux » était si importante pour les contrôleurs de la nouvelle histoire. En 1902, une décision tacite a été prise concernant la standardisation de l'environnement urbain. Sous prétexte de sécurité, on a commencé à couper les antennes. Ces mêmes belles couronnes métalliques sur les toits des bâtiments, que nous voyons sur les vieilles gravures, ont disparu. Elles ont été remplacées par des paratonnerres primitifs. On nous a dit que c'était pour protéger de la foudre. Mais la vérité est que les anciennes antennes ne craignaient pas la foudre, elles l'absorbaient et l'utilisaient. En remplaçant les structures fractales complexes par de simples tiges de fer mises à la terre, ils ont effectivement court-circuité le système. Ils ont éteint les bâtiments. Ils ont transformé les centrales électriques en monuments architecturaux morts. Mais le plus intéressant se passait à l'intérieur. Que faisaient-ils de ce qu'ils extrayaient des flèches? Où ont disparu les tonnes de mercure rouge et de cristal de haute qualité? Il existe des enregistrements de vente aux enchères de ferraille du début du XXe siècle où les départements militaires achetaient de la ferraille d'église à des prix supérieurs à la valeur marchande de l'or. Ils savaient ce qu'ils achetaient. Ils retiraient le cœur de la technologie. Et si vous pensez que cela ne concerne que l'Europe, regardez le Capitole à Washington ou la cathédrale Saint-Isaac. Leur structure est identique. C'est un réseau mondial qui couvrait le monde entier. De l'Inde au Pérou, de l'Australie au Canada. Partout, nous voyons le même style, la soi-disant architecture coloniale, qui est en réalité une architecture énergétique antique. Nous vivons sur les ruines d'une civilisation qui ne savait pas ce qu'était une facture d'électricité. Une civilisation qui savait puiser l'énergie de l'air aussi facilement que nous puisons l'eau d'une rivière. Et cette perte n'était pas accidentelle. C'était le casse du millénaire. On nous a forcés à oublier les terres, on l'a rayé du tableau de Mendeleïev, on l'a ridiculisé comme une pseudo-science et on nous a donné en échange des fils, des compteurs et la dépendance. Mais la pierre se souvient. Et si l'on regarde attentivement les niches, vides, sur les façades des vieilles maisons, les vases, décoratifs, sur les toits d'où ne poussent jamais de fleurs, les flèches qui transpercent les nuages, on peut voir les restes du grand réseau. Il dort. Ces circuits sont rompus. Ces batteries ont été volées. Mais le schéma est resté. Et dans le prochain chapitre, nous regarderons à l'intérieur de ce schéma. Nous parlerons du liquide interdit qui donnait vie à ces machines. De la substance pour laquelle les alchimistes donnaient leur vie et que les services secrets du monde entier recherchent aujourd'hui. Nous parlerons du mercure rouge et du mystère de la résonance. Maintenant que nous avons compris que les bâtiments eux-mêmes étaient des antennes, la question principale se pose, où l'énergie était-elle stockée? Comment l'accumulait-il? La pierre et le métal peuvent conduire le courant, mais ils ne peuvent pas le retenir à l'échelle industrielle sans un milieu spécial. La réponse à cette question a été trouvée dans de vieux traités d'alchimie et dans des rapports classifiés des services secrets soviétiques et américains. La substance qui était le sang de l'ancien système énergétique porte un nom qu'il vaut mieux ne pas prononcer à voix haute aujourd'hui. C'est le mercure rouge. Mais ce n'est pas le mercure que nous voyons dans les thermomètres. C'est un composé complexe, connu des anciens comme la pierre philosophale à l'état liquide. Il possède des propriétés physiques uniques. Si l'on fait tourner du mercure rouge à grande vitesse dans le vide, il crée un puissant champ électromagnétique capable d'interagir avec la gravité et l'éther. C'est un supraconducteur idéal. Et c'est précisément cette substance qui remplissait ces mêmes boules, ces mêmes pommes, que nous voyons au sommet des croix anciennes, des flèches et des obélisques. Imaginez la structure. À 100 mètres de hauteur, sous un dôme de cuivre, se trouve une ampoule hermétique en verre de quartz remplie de ce liquide lourd, couleur de sang épais. Sous l'action de l'électricité atmosphérique collectée par la flèche, le mercure commence à vibrer. Il s'ionise. Il commence à briller d'une douce lueur violette. Ce processus déclenche une réaction en chaîne. La cathédrale entière commence à bourdonner. Ce n'est pas audible à l'oreille, mais c'est perceptible par le corps. C'est ce sentiment de révérence et de tremblement qui vous envahit lorsque vous entrez dans un temple gothique. On nous dit que c'est un effet psychologique dû à la grandeur de l'architecture. Mais les physiciens vous diront que c'est l'effet d'une exposition à un fort champ électromagnétique. Votre corps entre en résonance avec la fréquence du bâtiment. Vous vous trouvez à l'intérieur d'un générateur en marche. C'est pourquoi, lors des soi-disant restaurations de 1902,
La première chose qu'ils ont faite a été de retirer ces boules. Ils les descendaient prudemment sous la surveillance de l'armée ou de la police. Le contenu était vidé dans des conteneurs spéciaux, et les enveloppes elles-mêmes étaient fondues ou jetées. Le monde a été privé de ses accumulateurs. Mais l'énergie, ce n'est pas seulement l'électricité. L'énergie, c'est le son. Et ici, nous abordons le deuxième grand mystère des cathédrales, les orgues et les cloches. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a des orgues dans les églises? C'est l'instrument de musique le plus complexe au monde. Un système gigantesque de tuyaux de différents diamètres capables d'émettre des sons allant de l'infrason à l'ultrason. Pourquoi une telle complexité pour accompagner une chorale? La réponse est simple, les orgues n'étaient pas des instruments de musique. C'étaient des pupitres de commande. Le son est une vibration. La vibration structure la matière. La science de la cinématique montre comment le son peut faire léviter des objets, faire bouillir de l'eau ou modifier la structure des cristaux. L'orgue dans la cathédrale servait à régler la fréquence du bâtiment. L'organiste n'était pas un musicien, c'était l'opérateur de la station. En changeant la tonalité, il pouvait modifier les caractéristiques du champ énergétique autour du temple. Il pouvait activer le mode de guérison lorsque les gens entraient pour se régénérer sous l'action des fréquences. Ou il pouvait activer le mode de transmission d'énergie sur de longues distances. Les tuyaux de l'orgue résonnaient avec les cavités dans les murs de la cathédrale, créant une onde stationnaire qui amplifiait le flux éthérique. Et les cloches? L'histoire des cloches est l'histoire d'un génocide technologique. On nous dit que les cloches étaient retirées pendant les guerres pour être fondues en canon. C'est la version officielle que nous apprenons à l'école. Pierre le Grand retirait les cloches, les bolcheviks retiraient les cloches, en Europe pendant la Première Guerre mondiale on retirait les cloches. Mais les métallurgistes connaissent la vérité, le métal des cloches est absolument inadapté pour les canons. C'est un alliage fragile. Il est impossible d'en faire un canon et il éclaterait au premier tir. Alors pourquoi les retiraient-ils par milliers? Pourquoi détruisaient-ils des pièces anciennes uniques qui résonnaient depuis des siècles? Parce que les cloches étaient des générateurs de fréquences. Une cloche n'est pas juste un morceau de métal. C'est une forme complexe calculée pour créer un dôme de barrière sonore. Les grandes cloches, les cloches reines, généraient des infrasons qui se propageaient sur des dizaines de kilomètres. Ce son pouvait ioniser l'air, dissiper les nuages ou au contraire provoquer la pluie. Il pouvait inhiber les bactéries et les virus, ce n'est pas pour rien que l'on sonnait les cloches pendant la peste et que l'épidémie reculait. C'était une technologie sonore de désinfection et d'harmonisation de l'espace. En détruisant les cloches, ils ne cherchaient pas de métal pour des armes. Ils désarmaient la population. Ils nous enlevaient notre dôme protecteur. Ils rendaient les villes, sourdes et sans défense face aux nouvelles maladies et aux nouvelles fréquences de la peur. Regardez les rosaces. Ces magnifiques vitraux circulaires au-dessus de l'entrée des cathédrales. Si vous versez du sable sur une plaque métallique et que vous l'exposez à une source sonore, le sable s'organisera en un motif géométrique. Ces motifs sont identiques au dessin des vitraux. Ce n'est pas l'art d'un peintre. C'est un schéma de fréquence. Chaque cathédrale avait sa rosace, sa fréquence unique sur laquelle elle fonctionnait. C'est comme le QR code de la station. Lorsque la cathédrale fonctionnait, la lumière passait à travers le vitrail, vibrait et remplissait l'espace de couleurs et de sons, créant un effet holographique de présence divine. Maintenant, ce n'est que du verre coloré. Du verre mort. Nous vivons dans un monde où l'on ne nous a laissé que la coquille. Un culte du cargo. Nous venons dans ces bâtiments, nous allumons des bougies et écoutons des prières, mais le mécanisme est brisé. Le mercure a été vidé. Les orgues sont réglés sur des fréquences musicales inoffensives. Les cloches sont remplacées par de nouvelles qui font simplement du bruit mais ne vibrent pas. L'eau des fonds baptismaux, qui était auparavant chargée par l'éther, s'est transformée en eau du robinet ordinaire que l'on appelle sainte. Mais le système était holistique. Il combinait la pierre, le métal, le liquide et le son en une symphonie unique d'énergie libre. Et ce système ne se limitait pas au temple. Il allait jusque dans chaque maison. Dans le prochain et dernier chapitre, nous parlerons de la manière dont cette énergie arrivait jusqu'aux consommateurs. Nous parlerons des cheminées qui n'avaient pas besoin de bois. Des vases sur les toits des maisons que nous considérons comme du décor mais qui étaient des récepteurs locaux. Et de la plus grande escroquerie du XXe siècle, le remplacement de l'éther sans fil par des fils de cuivre. Nous découvrirons pourquoi les tramways sans rail ont disparu et où est passé leur découpole. Préparez-vous,
car le troisième chapitre vous ouvrira les yeux sur votre propre maison. Il est possible que vous viviez à l'intérieur d'une machine sans même vous en douter. Nous avons considéré les cathédrales comme des centrales électriques et les flèches comme des antennes, mais il reste une dernière question, comment cette énergie parvenait-elle à l'homme ordinaire? Comment nos ancêtres éclairaient-ils leur salon et chauffaient-ils leur chambre sans prise ni câble? La réponse se trouve juste sous vos yeux, dans les intérieurs des maisons anciennes, des immeubles de l'époque stalinienne, des manoirs pré-révolutionnaires et des châteaux. Regardez les cheminées. On nous dit que les cheminées servaient à brûler du bois. Mais les ingénieurs thermiciens qui ont étudié les cheminées anciennes dans les palais de Saint-Pétersbourg et de Paris ont trouvé une étrange anomalie. Dans nombre d'entre elles, il n'y a aucune trace de suie. Les conduits sont souvent décoratifs ou murés dès l'origine. Et les plaques arrière métalliques des cheminées, faites de fonte de haute qualité ou de cuivre, sont ornées de motifs complexes. Ce n'étaient pas des lieux pour faire du feu. Les cheminées étaient des récepteurs locaux d'énergie éthérique. Vous vous souvenez de la flèche sur le toit? Elle collectait la charge de l'atmosphère et la transmettait via l'armature métallique à l'intérieur des murs directement vers la cheminée. La plaque métallique dans la cheminée fonctionnait comme un émetteur. Elle ionisait l'air, créant de la chaleur et une lumière douce sans feu ni fumée. On appelait cela la chaleur radiante. On a commencé à y mettre du bois plus tard, lorsque le système a été éteint et que les gens gelaient dans leur maison, ne comprenant pas comment rallumer le chauffage. Ils ont commencé à brûler des meubles et des livres à l'intérieur de dispositifs de haute technologie, les transformant en poêles primitifs. Ces deux supports métalliques qui se trouvent dans les vieilles cheminées et que nous prenons pour des porte-bûches étaient en réalité des électrodes. La grille de cheminée était un écran de sécurité. C'était un système de chauffage impeccable, gratuit, propre et éternel. Et maintenant, levez les yeux vers les toits des vieux bâtiments de votre ville. Que voyez-vous aux angles des parapets? Des vases en pierre. Des urnes. Des coupes. Les architectes appellent cela des excès architecturaux. Mais pourquoi mettre un vase là où personne ne le voit depuis la rue? Pourquoi gaspiller de la pierre et du travail pour un décor visible seulement par les oiseaux? Si vous brisez un tel vase ancien, vous trouverez souvent une cavité à l'intérieur et les restes d'une tige métallique. Ces vases étaient des condensateurs. Ils fonctionnaient en binôme avec les cheminées. Ils étaient comme des routeurs Wi-Fi sur le toit de votre maison, recevant le signal de la cathédrale génératrice principale. L'électricité éthérique coulait vers eux puis était distribuée dans les appartements. Lorsque l'opération « Ciel silencieux » a débuté en 1902, on n'a pas retiré ces vases, cela aurait été trop coûteux. On en a simplement vidé l'intérieur. On a retiré les tiges métalliques, vidé le mercure et laissé les coquilles de pierre vides que nous photographions aujourd'hui comme des monuments d'antiquité. La même chose s'est produite avec l'éclairage. Avez-vous vu les vieux lustres? D'énormes monstres de cristal avec des centaines de pendeloques. On nous dit que c'est pour la beauté, pour refléter la lumière des bougies. Mais les bougies fument. Les bougies se consument vite. Qui grimperait sous le plafond d'une salle de 5 mètres de haut chaque soir pour remplacer une centaine de bougies? C'est une absurdité logistique. Le cristal des lustres était fonctionnel. Il vibrait sous l'action du champ électromagnétique et brillait de lui-même. Ou bien on insérait dans les lustres des ampoules spéciales au gaz inerte qui brillaient éternellement tant que le champ était actif. Les bougies sont apparues ensuite, quand la lumière s'est éteinte. Les gens ont commencé à insérer des bâtonnets de cire aux endroits où se trouvaient auparavant les lampes éthériques. Nous vivons à l'ère du culte du cargo. Nous imitons les gestes des ancêtres sans comprendre l'essence de leur technologie. Et nous voici arrivés au crime principal. Le grand vol du cuivre. Au début du XXe siècle, on a commencé à emprisonner le monde dans des fils. Les compagnies de Morgan et Rockefeller ont compris qu'elles ne pouvaient pas vendre l'éther. Il est partout. On ne peut pas le doser. C'est pourquoi ils ont proposé une nouvelle technologie, l'électricité filaire. C'était un pas en arrière. C'était une dégradation. Les fils ont une résistance, ils chauffent, ils perdent de l'énergie. Mais ils ont un immense avantage pour l'élite, on peut installer un compteur sur un fil. On peut contrôler qui reçoit de l'énergie et qui n'en reçoit pas. Pour construire ce réseau, ils avaient besoin de cuivre. Des millions de tonnes de cuivre. Où l'ont-ils pris? Ils l'ont retiré des toits. Les vieux toits des cathédrales et des palais étaient recouverts de feuilles de cuivre de haute qualité et d'or. C'étaient des conducteurs parfaits. Lors des restaurations, on a arraché le cuivre pour le remplacer par du fer bon marché ou des tuiles qui rouillaient et pourrissaient rapidement.
Les dômes dorés ont été repeints ou remplacés par du nitrure de titane, imitation or. Le véritable or, qui faisait partie du schéma, a disparu dans les coffres des banques. On nous a volé 2 fois. D'abord, on nous a pris la source d'énergie gratuite, puis on a retiré les matériaux de nos maisons pour nous les revendre sous forme de câbles pour lesquels nous payons désormais chaque mois. Regardez les vieilles photos de tramways du 19e siècle. Ils roulent sans fil au-dessus et sans rails sous tension en dessous. On nous dit que c'était des tramways à vapeur ou des tramways à air comprimé. Mais où sont les bonbonnes? Où est la fumée? Les tramways recevaient l'énergie sans fil depuis le réseau urbain. Ils avaient des antennes sur le toit qui recevaient la charge. Quand on a éteint le réseau, les tramways se sont arrêtés. Ensuite, il a fallu suspendre un réseau de contact, défigurant le visage des villes, pour forcer les transports à bouger de nouveau, mais cette fois pour de l'argent. Nous vivons dans un monde d'amnésie. Nous marchons dans des rues portant les noms de ceux qui ont détruit notre héritage. Nous admirons le génie d'Edison qui était en réalité le geôlier de l'énergie libre. Mais la vérité perce. Elle est dans chaque cheminée murée. Dans chaque vase décoratif sur le toit. Dans chaque flèche qui ressemble à une antenne. L'opération Ciel silencieux a été un succès, mais elle n'était pas parfaite. Ils n'ont pas pu tout détruire. La physique de l'éther n'a disparu nulle part. L'atmosphère est toujours chargée. Et tout ce dont nous avons besoin pour retrouver notre liberté, c'est de nous rappeler comment notre monde fonctionne réellement. N'ayez pas peur de poser des questions. Ne croyez pas les plaques officielles sur les musées. Regardez l'architecture avec les yeux d'un ingénieur, pas d'un touriste. Nous sommes au seuil d'une nouvelle découverte d'une vieille vérité. Et quand une masse critique de gens comprendra ce qui s'est passé, il faudra rallumer l'interrupteur. Merci d'avoir été avec nous dans cette enquête. Diffusez la vérité tant qu'elle est accessible.